Le 27 mars 1992, à 11h20, une Super 5 blanche quitte lentement la chaîne de montage de l'île Seguin. Les ouvriers se tiennent debout des deux côtés. Personne ne parle. Quelqu'un pose la main sur le capot, un geste sans raison, comme on touche l'épaule d'un mourant. Puis les machines s'éteignent, l'une après l'autre. Le silence tombe sur la scène. Un siècle plus tôt, Louis Renault assemblait sa première voiture dans un hangar de Billancourt. De ce hangar est né un empire. 40 000 ouvriers, une île entière transformée en usine, des voitures expédiées par bateau sur le fleuve. Billancourt, c'est là que la France a fait grève en 1936, que mai 68 a pris feu, que le sang a coulé devant les grilles, la plus grande usine du pays, la forteresse ouvrière. En 2005, les bulldozers rasquent les derniers murs. En 2017, là où retentissaient les marteaux et les jurons des soudeurs, la scène musicale ouvre ses portes. Concerts de jazz, musique classique, verrières sur le fleuve. Comment la forteresse la plus puissante de France est-elle devenue une salle de concert? La forteresse ouvrière. Renan Billancourt, 1898-1992. En 1888, Louis Renault a 21 ans. Dans la remise au fond du jardin familial de Billancourt, il assemble seul une voiturette à 4 roues. Le soir du réveillon, il la conduit jusqu'à la butte Montmartre et remonte la rue Le Pic, une pente à 13%, sans effort. Ses amis, alors stupéfaits, passent prendre commande sur le champ. 12 voitures en une nuit. Un empire commence ainsi, dans le froid et l'odeur d'huile de machine. En quelques années, les ateliers débordent sur les rives de la Seine. Louis Renault rachète parcelle après parcelle. Il visite les usines Ford à Détroit et revient transformé. Ce qu'il veut, c'est une forteresse industrielle totale, autosuffisante, invulnérable. En 1919, il acquiert l'île Seguin, un ruban de terre d'1 kilomètre de long au milieu du fleuve, initialement prévu comme espace de loisirs pour les ouvriers. Après Détroit, les plans changent. Entre 1929 et 1934, l'île est métamorphosée. Les fondations sont enfoncées à 10 mètres sous la Seine. 2 ponts métalliques relient l'île aux rives. Les murs extérieurs plongent directement dans le fleuve. L'usine et le fleuve ne font plus qu'un. Une centrale électrique propre alimente le site. Une piste d'essai souterraine serpente sous les ateliers. Un ponton d'embarquement expédie les véhicules par voie fluviale. L'île Seguin ne ressemble à rien d'autre en France, ni à une usine ordinaire, ni à une ville ordinaire. C'est un monde fermé, régi par ses propres lois, ses propres horaires, ses propres hiérarchies. En 1936, à l'heure du Front populaire, les ouvriers de Billancourt sont les premiers à occuper leur usine. Ils arrachent les congés payés, les conventions collectives, les délégués syndicaux. La forteresse est aussi déjà un champ de bataille. Mais Louis Renault n'est pas un homme de compromis. En février 1935, il se rend à Berlin et rencontre Adolf Hitler pendant 2 heures à la chancellerie du Reich. Il croit à une entente économique franco-allemande comme rempart contre la guerre. 6 ans plus tard, la Wehrmacht occupe ses usines. Ce que Louis Renault a cru construire pour l'éternité, l'histoire va le reprendre, brutalement et sans procès. Le 3 mars 1942, à 22h30, les bombardiers de la Royal Air Force surgissent au-dessus de Boulogne-Billancourt. En 40 minutes, 463 personnes meurent dans les rues et les immeubles voisins. 10% de la surface couverte de l'usine est détruite. Le lendemain matin, Louis Renault ordonne de reconstruire immédiatement. Le plénipotentiaire nazi Fritz Sauckel envoie ses félicitations pour l'effort exceptionnel fourni par l'entreprise Renault. Cette phrase condamne Louis Renault. À la Libération, en septembre 1944, il est arrêté pour commerce avec l'ennemi. Il nie avoir collaboré volontairement. Il affirme avoir maintenu la production pour éviter la déportation de ses ouvriers, pour conserver l'outil industriel intact. Peut-être dit-il la vérité. Peut-être pas. L'histoire ne tranchera jamais. Le 24 octobre 1944, Louis Renault meurt à la clinique de Fresnes, sans avoir été jugé, sans avoir comparu devant aucun tribunal. Le fondateur de l'Empire disparaît dans le silence d'une cellule. Le 16 janvier 1945, le gouvernement provisoire du général de Gaulle nationalise l'ensemble des usines Renault par ordonnance. La famille ne reçoit pas un franc de compensation. Cas unique parmi toutes les nationalisations de l'époque. L'État hérite d'un empire qu'il n'a pas construit.
Ce moment fonde une contradiction que Billancourt ne résoudra jamais. L'usine appartient à la France, mais la France ne sait pas quoi en faire. Elle la protège, elle l'exhibe, elle en tire fierté, et 47 ans plus tard, elle la détruira. L'homme qui a tout bâti est mort sans procès. L'État qui a tout pris finira par tout raser. Entre les deux, 40 000 hommes et femmes essaieront simplement de vivre. Le 7 mars 1945, Pierre Le Faucheux prend la tête de la Régie nationale des usines Renault. L'usine est en ruine partielle, la France est exsangue, l'essence est rationnée. Le Faucheux reçoit en héritage une île dévastée et une main-d'œuvre épuisée. Ce qu'il va en faire stupéfie le monde entier. Dans les sous-sols de l'usine, pendant toute l'occupation, une poignée d'ingénieurs avait travaillé en secret sur un prototype, une petite voiture à moteur arrière, économique, accessible au plus grand nombre. Les Allemands n'en savaient rien. La 4CV sort en 1947. Dès 1949, 300 exemplaires quittent au Billancourt chaque jour. Le chiffre monte à 1000. En 1961, la 4CV franchit le cap du million d'unités produites. Première voiture française à atteindre ce seuil. Dans une France qui se reconstruit rue par rue, la 4CV n'est pas seulement un véhicule. Elle est la preuve que le pays a survécu et qu'il repart. Billancourt pulse au rythme de cette renaissance. Les ateliers tournent 24 heures sur 24. 3 équipes se relaient sans interruption. Un moteur sort de la chaîne toutes les 28 secondes. Les quais de l'île Seguin s'animent à l'aube. Les péniches chargées de tôles remontent la Seine. Les péniches chargées de voitures redescendent vers les ports d'exportation. L'île est une créature vivante, irriguée par le fleuve, alimentée par le charbon et l'acier. Au sommet, Billancourt emploie jusqu'à 40 000 personnes. L'usine s'étend sur 72 hectares à son apogée dans les années 1960. Ateliers de fonderie, forge, carrosserie, peinture, montage final, centrale électrique, pistes d'essais souterraines, tout sur un même site. Ce que Ford a construit à Détroit, Renault l'a construit sur une île de la Seine, à 10 km du centre de Paris. C'est la plus grande usine de France et l'une des plus grandes d'Europe. L'histoire de cet endroit est aussi l'histoire du monde qui passe par ses portes. En 1925, un jeune homme venu de Chine travaille comme assembleur à l'atelier 76. Il s'appelle Deng Xiaoping et il passera 6 semaines sur les chaînes avant de repartir vers un autre destin. En 1934, la philosophe Simone Weil demande à être embauchée comme ouvrière ordinaire pour comprendre de l'intérieur ce que signifie vivre au rythme d'une machine. Elle tient 3 mois. Dans ses carnets, elle écrit que Billancourt est le lieu où l'homme apprend à ne plus penser, où le corps devient un rouage et où l'esprit finit par se taire. C'est dans ce monde-là que Marcel arrive en 1948. Il a 23 ans, il vient d'un village de Normandie où son père était charron. La guerre l'a laissé sans apprentissage, sans perspective, sans argent. Un cousin lui dit qu'à Billancourt, on embauche sans condition. Marcel franchit les grilles un lundi matin de janvier, dans le froid et la bruine. Ce qu'il voit, le couple souffle, des halles immenses, des ponts roulants, des gerbes d'étincelles jaillissant des forges, des centaines d'hommes qui bougent en cadence comme les pièces d'une même mécanique. Il pense à une cathédrale de métal et de bruit, mais une cathédrale tout de même. Il est embauché le jour même comme aide-monteur. Il ne quittera plus l'île Seguin pendant 44 ans. Ahmed arrive 7 ans plus tard, en 1955. Il vient de Kabylie, une région montagneuse d'Algérie où la terre ne nourrit plus personne. Il a 19 ans, il ne parle pas français, il ne connaît personne à Paris. À la porte de Billancourt, un contremaître le regarde de haut en bas, note quelque chose sur un registre et lui tend une blouse bleue. Pas de questions, pas d'entretien, pas d'explication. Ahmed est affecté aux presses, OS, ouvrier spécialisé, le bas de l'échelle. Son travail consiste à répéter le même geste toutes les 8 secondes, 8 heures par jour, 6 jours sur 7. Il ne comprend pas encore ce que signifie OS. Il comprendra très vite que c'est une case dont on ne sort pas. En 1962, Yvette entre à son tour dans l'Empire. Non pas par les grilles des ateliers, mais par la porte latérale des bureaux administratifs. Elle a 18 ans, un brevet de sténodactylographie et la certitude qu'un emploi chez Renault est un emploi pour la vie. On l'installe devant une machine à écrire et on lui demande de retranscrire des rapports techniques.
Elle frappe des termes qu'elle ne comprend pas, culasse, vilebrequin, embrayage, dans des documents qu'elle n'est pas autorisée à lire en entier. Quand elle demande à son responsable si elle pourra un jour suivre une formation technique, il la regarde avec une surprise sincère, comme si la question n'avait aucun sens. Elle note la réponse. Elle ne l'oublie pas. 3 destins, 3 entrées dans la même forteresse. Marcel y croit. Ahmed y survit. Yvette y observe. Dehors, la France des 30 Glorieuses roule à toute vitesse, souvent au volant d'une voiture sortie de l'île Seguin. Personne, en ce début des années 1960, ne peut imaginer que la forteresse a déjà en elle les germes de sa propre destruction. De l'extérieur, la forteresse est impressionnante. De l'intérieur, elle broie. Il n'y a pas d'horloge dans les ateliers de l'île Seguin. Ce n'est pas un oubli, c'est une décision. Le temps appartient à la machine, pas à l'homme. La chaîne avance à vitesse constante, sans pause, sans négociation. Chaque geste est chronométré, chaque seconde comptée, chaque ralentissement signalé. Ce système, le chronométrage, Louis Renault l'avait introduit dès 1912, copié de Frédéric Taylor, affiné année après année, jusqu'à sa forme la plus pure. Un homme réduit à un mouvement, répété à l'infini, jusqu'à ce que le mouvement devienne le seul souvenir que le corps conserve du travail. Le bruit est permanent et total. 95 décibels dans les ateliers de forge. Le seuil au-delà duquel l'oreille commence à se détruire sans qu'on le sente. Les ouvriers communiquent par geste, par regard, par un code muet appris en quelques semaines. Après des années, certains n'arrivent plus à supporter le silence du dimanche. Leurs femmes le disent. Le lundi matin, ils sont soulagés de retourner au bruit. La forteresse a reconfiguré leur sens. Marcel s'y est adapté comme on s'adapte à un climat difficile, sans le choisir, par nécessité. Il est devenu ouvrier qualifié, ce qui signifie qu'il a le droit de se déplacer légèrement plus librement dans l'atelier, qu'on lui confie des tâches légèrement plus complexes, qu'on le consulte parfois sur une panne. Dans la hiérarchie de Bilancourt, c'est une position enviable. Il le sait. Il en tire une fierté tranquille et méritée. Ahmed, lui, n'a jamais quitté la case OS. Ouvrier spécialisé, le mot est un mensonge poli. Il ne s'agit pas de spécialisation, mais de fixation. Un homme assigné à un poste, à un geste, à une cadence, sans perspective de progression. À Bilancourt, à partir de 1945, ce sont les Algériens qui forment le gros des bataillons OS. En 1957, ils représentent les 2 tiers des migrants embauchés dans l'usine et 95% d'entre eux sont OS. Sans exception, sans recours, sans explication. La qualification du travail chez Renault n'est pas seulement une mesure de compétence, c'est un instrument de tri. Ahmed le comprend au fil des mois en regardant des collègues français aux compétences équivalentes aux siennes gravir des échelons qu'on ne lui propose jamais. Il ne se plaint pas encore. Il envoie de l'argent à sa famille en Kabylie, il partage une chambre avec 5 compatriotes dans un foyer de Nanterre, il mange à la cantine de l'usine parce que c'est moins cher qu'ailleurs. Billancourt lui a donné un salaire. Il lui a pris le reste. Yvette, depuis ses bureaux, observe tout cela avec une acuité que personne ne lui prête. Elle tape les rapports de production, les comptes rendus des réunions de direction, les notes de service sur les cadences et les rendements. Elle sait ce que gagne un OS, ce que gagne un ouvrier qualifié, ce que gagne un cadre. Des chiffres que personne autour d'elle ne connaît avec cette précision. En 1964, elle demande pour la 3e fois à suivre une formation technique. Son responsable lui répond que les formations techniques sont réservées aux agents techniques. Elle demande comment devenir agent technique. Il change de sujet. C'est dans cet ordre du monde, rigide, silencieux, apparemment immuable, que Simone Weil avait travaillé 30 ans plus tôt. Dans ses carnets, elle avait écrit une phrase que personne chez Renault n'avait lue ou n'avait voulu lire. L'usine devrait donner à ceux qui y entrent le sentiment de leur dignité. Elle leur donne le contraire. La forteresse fabrique des voitures admirables et des existences mutilées, et elle le fait avec la même efficacité, la même régularité, le même indifférence tranquille. Dehors, pourtant, quelque chose se prépare. Dans les universités, dans les cafés, dans les rues du quartier latin, une génération entière commence à poser des questions auxquelles la forteresse n'a pas de réponse. Au début des années 1970,
Billancourt est devenu un terrain d'affrontement idéologique autant qu'industriel. La gauche prolétarienne, organisation maoïste née dans le sillage de mai 68, a infiltré les ateliers, distribué des tracts à la sortie des équipes, publié un journal clandestin intitulé L'île du diable. Des militants se postent chaque matin devant les grilles, par tous les temps, pour parler aux ouvriers qui entrent. Renault a renforcé son service de sécurité. La tension est physique, quotidienne, inévitable. Pierre Auverney a 25 ans. Il est militant à la gauche prolétarienne, ancien employé de Renault licencié pour activité politique. Le 25 février 1972, il se présente devant les grilles de Billancourt pour distribuer des tracts en fin de matinée. Jean-Antoine Tramoni, agent de sécurité de l'usine, sort son arme et tire. Auverney s'effondre sur le trottoir devant les grilles de la forteresse qu'il voulait défendre. Il meurt sur place. Paris se fige. Le 4 mars 1972, 200 000 personnes suivent le cercueil de Pierre Auverney dans les rues de la capitale, l'une des plus grandes manifestations de l'après-guerre. Jean-Paul Sartre marche dans le cortège. Des ouvriers de Billancourt aussi, silencieux, en blouse de travail. La forteresse a tué un homme devant ses propres portes. La question que personne n'ose formuler à voix haute commence à circuler dans les ateliers. Pour qui travaille-t-on exactement et jusqu'où va leur droit de nous contrôler? 8 jours plus tard, le 8 mars, la gauche prolétarienne répond. Robert Negrete, directeur adjoint chargé des relations sociales à Billancourt, est enlevé en plein Paris. Il est séquestré 2 jours, puis relâché indemne. L'opération est un message. La violence n'est plus seulement dans la rue, elle est entrée dans les bureaux. Marcel entend parler de la mort d'Auverney à la radio, le soir même, en rentrant chez lui en bus. Il pose le transistor sur la table de cuisine et reste immobile un long moment. Puis il dit à sa femme sans lever les yeux, « Quand le sang coule devant les grilles, l'usine a déjà perdu. » Ils ne développent pas, elle ne demande pas. Ils connaissent tous les deux la phrase suivante, qu'aucun des deux ne prononce, c'est une question de temps. Ahmed a vu Auverney plusieurs fois devant les grilles, les matins où il distribuait ses tracts. Il ne lui avait jamais parlé. La méfiance des OS immigrés envers les militants français était profonde et ancienne, nourrie de trop de déceptions. Mais en apprenant sa mort, Ahmed ressent quelque chose d'inattendu. Non pas de la colère, mais une reconnaissance étrange. Un Français, jeune, instruit, a choisi de mourir devant cette porte pour dire ce que des milliers d'Algériens pensaient sans pouvoir le dire. Le sacrifice ne résout rien, mais il nomme quelque chose. Yvette, ce soir-là, sort un carnet et note 2 choses. D'abord, le nom de Pierre Auverney. Ensuite, le nom d'un centre de formation professionnelle à Issy-les-Moulineaux, dont elle a vu l'annonce dans le métro. Elle n'en parle à personne. Mais pour la première fois depuis qu'elle a franchi la porte latérale des bureaux de Billancourt, elle envisage concrètement l'existence d'une autre porte. Une porte de sortie. La forteresse tient encore. Ses murs sont épais, ses chaînes tournent, ses carnets de commandes sont pleins. Mais quelque chose s'est fissuré en février 1972 devant les grilles, sur le trottoir mouillé de Boulogne-Billancourt. Une fissure que ni le béton, ni les accords syndicaux ne pourront jamais vraiment refermer. Au printemps 1968, Billancourt est une ville dans la ville. 38 000 travailleurs, 56 nationalités, Algériens, Marocains, Portugais, Espagnols, Yougoslaves, Polonais, Français de province et Français de Paris, tous brassés dans le même bruit, la même huile, la même cadence. La CGT y est majoritaire, le Parti communiste français y est implanté depuis la Libération, et une douzaine d'organisations d'extrême gauche s'y disputent les consciences ouvrières depuis des années. Billancourt est sans doute l'usine la plus politique de France et la plus surveillée. Dehors, depuis le début du mois de mai, quelque chose s'embrase. Les étudiants ont barricadé le quartier latin. La police charge à coups de matraque. Les images passent au journal télévisé et entrent dans les foyers ouvriers de Boulogne-Billancourt comme une provocation directe. Dans les ateliers, les équipes de nuit entendent parfois, portées par le vent et le fleuve, des sons lointains qui ressemblent à des détonations. Ahmed, aux presses, demande à un collègue ce que c'est. L'autre hausse les épaules. Les étudiants. Ils se bagarrent avec les flics du côté de la Sorbonne. Ahmed hoche la tête et reprend son geste. Le même geste,
toutes les 8 secondes. Mais l'atmosphère a changé. Dans les vestiaires, dans les files de la cantine, dans les couloirs entre les ateliers, les conversations ont une densité nouvelle. Les mots circulent, grève générale, occupation, solidarité. Le 13 mai, une manifestation unitaire rassemble étudiants et ouvriers place de la République. Tous les secteurs de Billancourt y envoient des délégués. Marcel y va. Ahmed ne peut pas. Il a peur de perdre sa journée de salaire. Yvette y va, en civil, sans dire à son responsable où elle passe sa pause déjeuner. Ce soir-là, en rentrant, Marcel ne dit pas un mot. Il s'assoit, allume une cigarette et regarde le mur. Sa femme lui demande comment c'était. Il répond « C'est pour bientôt ». Il a raison. Il ne sait pas encore à quel point. Le 16 mai 1968 à 16 heures, les débrayages commençant simultanément dans plusieurs ateliers de Billancourt. Personne n'a donné de consigne centrale. Le mouvement part de lui-même, comme une fièvre qui a atteint son seuil. En moins de 2 heures, la production est arrêtée. Les cadres et la direction désertent les locaux et se réfugient sur les Champs-Élysées. Les ouvriers restent. L'île Seguin est occupée. Entre 1500 et 4000 étudiants quittent la Sorbonne et marchent jusqu'à Billancourt pour rejoindre les ouvriers. Ils arrivent devant les grilles du quai Stalingrad, pugno levé, chantant l'Internationale. La CGT fait fermer les grilles, des militants syndicaux se postent devant les portes et refusent le passage. Deux mondes se regardent à travers le fer forgé. Les étudiants en manteau et en écharpe, les ouvriers en blouse bleue, sans pouvoir se toucher, sans pouvoir se parler. C'est la première image de mai 68 à Billancourt. Une fraternité empêchée par ceux qui prétendent la représenter. À l'intérieur, l'occupation s'organise. Les ouvriers se regroupent par atelier, par département, par nationalité. Des rations de pain et de fromage circulent. Certains jouent aux cartes. D'autres forment des commissions pour rédiger les cahiers de revendication. Salaire, durée du travail, reconnaissance des délégués. Marcel est dans l'une de ces commissions. Il parle, il note, il argumente. Pour la première fois depuis 20 ans à Billancourt, il a le sentiment que sa voix compte. Ahmed est là aussi. Il dort sur un établi dans l'atelier des presses, enroulé dans sa veste, parce qu'il n'a pas les moyens de rentrer chaque soir à Nanterre avec les transports en grève. La nuit, dans le silence de l'île, un silence qu'il n'a jamais connu ici, il regarde le plafond de l'atelier et pense à ce qu'il demanderait, lui, si quelqu'un le lui demandait. Personne ne le lui demandera. Les commissions de revendication sont animées par des militants CGT français. Les cahiers qu'elles produisent ne mentionnent pas les conditions spécifiques des OS immigrés. Ahmed est présent dans la grève comme il est présent dans l'usine, indispensable et invisible. Yvette ne dort pas sur l'île, elle rentre chaque soir à Issy, traverse les piquets de grève chaque matin pour accéder au bureau administratif, désert, et s'installe à sa machine à écrire sans qu'on lui ait demandé de venir. Elle tape les comptes rendus des commissions que Marcel et ses camarades lui glissent sous la porte. Un soir, elle ajoute elle-même un paragraphe au bas d'une page, une demande de formation technique pour les employés administratifs. Le lendemain, en relisant le document, un délégué rature le paragraphe sans commentaire. Yvette regarde la rature. Elle ne dit rien. Elle range le carbone dans son sac. Le 27 mai 1968, à 8 heures du matin, sur l'esplanade de l'île Seguin, Georges Ségui monte sur une estrade improvisée devant des milliers d'ouvriers rassemblés. Le secrétaire général de la CGT vient de passer la nuit à Grenelle, où le gouvernement, le patronat et les syndicats ont négocié un accord. Il sort ses notes et commence à lire. Augmentation du SMIC de 35%, hausse des salaires de 10%, reconnaissance des sections syndicales dans les entreprises. Il attend les applaudissements. Ce qui monte de la foule n'est pas de l'enthousiasme. C'est d'abord un murmure, puis des voix qui s'élèvent, puis des sifflets. Un ouvrier crie depuis le fond. « Et les conditions de travail ?» Un autre. « On n'a pas parlé de ça pour une question de salaire. » Ségui tente de reprendre la parole. La foule refuse de l'écouter. Le vote est organisé sur place. Les ouvriers de Billancourt rejettent les accords de Grenelle à une majorité écrasante. La nouvelle se répand dans Paris en quelques heures. De Gaulle, à l'Élysée, apprend que Billancourt a dit non. Le symbole est total. Si la forteresse ouvrière rejette l'accord, c'est que la France ouvrière rejette l'accord. Ce vote,
pris sur une île au milieu de la Seine par des hommes en blouse de travail, ébranle la République plus profondément que toutes les barricades du quartier latin. La grève dure 33 jours, 34 nuits. Quand les ouvriers reprennent le travail en juin, la chaîne repart exactement à la même vitesse qu'avant. Le chronométrage est toujours là. Le bruit est toujours là. Les OS algériens sont toujours au même poste, au même salaire, sans perspective de promotion. L'accord de Grenelle a amélioré les chiffres sur le papier. Il n'a pas touché la structure. Marcel rentre chez lui le soir de la reprise avec un sentiment qu'il met des semaines à nommer. Ce n'est pas de la défaite. Ils ont obtenu des augmentations, la reconnaissance syndicale, des acquis réels. Mais ce n'est pas non plus de la victoire. C'est quelque chose entre les deux, quelque chose d'incomplet, comme une phrase dont on n'a pas encore écrit le dernier mot. Ahmed reprend sa place aux presses le lendemain matin. Même poste, même geste, toutes les 8 secondes. Il a participé à l'un des mouvements sociaux les plus importants de l'histoire française. Son nom n'apparaît dans aucun compte-rendu, aucune commission, aucun cahier de revendication. Il remet sa blouse et appuie sur le bouton de démarrage. Yvette, en rangeant ses affaires ce soir-là, retrouve dans son sac le carbone avec la rature. Elle le plie soigneusement et le glisse dans une enveloppe qu'elle range dans le tiroir du bas de son bureau, sous les formulaires de congé. Elle ne sait pas encore pourquoi elle le garde. Elle comprendra plus tard que c'est une preuve, non pas d'une injustice particulière, mais d'un système entier qui fonctionne exactement comme prévu. La forteresse a résisté à mai 68 comme elle a résisté à tout le reste. Ses murs sont debout, ses chaînes tournent, mais quelque chose a changé dans la manière dont les hommes et les femmes qui y travaillent la regardent, avec moins d'évidence, avec plus de questions, avec le sentiment diffus et irrépressible qu'une forteresse aussi puissante ne peut tomber que de l'intérieur. Dans les années qui suivent mai 68, Billancourt repart à pleine cadence. Les carnets de commandes sont pleins, les chaînes tournent, les effectifs se maintiennent. En surface, la forteresse est intacte. Mais sous la surface, une décision prise au sommet de la régie va creuser, lentement et sûrement, les fondations de l'édifice. Renault aurait pu automatiser. Les technologies existent, les ingénieurs le savent, les syndicats s'en méfient, mais ne peuvent pas l'interdire. D'autres constructeurs européens, Volkswagen en Allemagne, Fiat en Italie, investissent massivement dans les robots de soudure et les chaînes automatisées. Renault a fait un autre choix. Plutôt que de remplacer les hommes par des machines, la régie recrute davantage d'hommes. Des milliers d'OS supplémentaires, peu qualifiés, peu payés, affectés à des tâches répétitives que la direction préfère confier à des bras humains plutôt qu'à des équipements coûteux. C'est une stratégie de croissance par le volume humain, efficace en période d'expansion, catastrophique en période de crise. La crise arrive en 1974. Le premier choc pétrolier fracture l'économie française. La demande automobile s'effondre. Les stocks s'accumulent sur les quais de l'île Seguin. Pour la première fois depuis la Libération, Billancourt tourne en dessous de sa capacité. Les mots que personne n'avait osé prononcer depuis 20 ans font leur apparition dans les notes internes de la direction. Sureffectif. Des milliers d'OS, recrutés comme solution, devenus problème, sont désormais un poids que l'usine ne peut plus porter. Pendant ce temps, Renault a ouvert des usines plus modernes ailleurs, à Flins, à Sandouville, à Douai. Des chaînes automatisées produisent des véhicules plus rapidement, plus proprement, avec moins de conflits sociaux. L'île Seguin, conçue pour une époque de production intensive et de main-d'œuvre abondante, commence à ressembler à ce qu'elle est en réalité. Un outil du passé, maintenu en vie par inertie symbolique autant que par logique industrielle. Marcel le sent avant de le comprendre. À partir de 1976, les rumeurs circulent dans les vestiaires. Des ateliers entiers sont transférés à Flins, des lignes de production disparaissent sans explication, des collègues partent en pré-retraite et ne sont pas remplacés. L'usine se vide lentement, comme une baignoire dont on a retiré le bouchon, sans que personne n'ait entendu le déclic. Marcel continue de venir chaque matin, de pointer, de travailler. Mais il commence à compter les absences plutôt que les présences. Ahmed, lui, reçoit sa première convocation à la direction du personnel en 1977. On lui propose une mutation volontaire vers l'usine de Flins, 40 km à l'ouest, hors de Paris, loin de son foyer, loin de ses compatriotes.
Il refuse. On lui dit que ce n'est pas une obligation. Il retourne à ses presses. 2 ans plus tard, un second OS algérien de son atelier accepte la mutation. Puis un troisième. L'atelier se dépeuple par consentement successif, chacun isolé de l'autre, sans que personne ne voie le mouvement d'ensemble. Yvette, elle, a compris depuis longtemps. Depuis son bureau, elle tape les rapports de production trimestriels. Les chiffres racontent une histoire que la direction ne dit pas publiquement. Les volumes produits à Billancourt baissent chaque année depuis 1974. Les investissements en maintenance diminuent. Les projets de modernisation de l'île sont annoncés, retardés, annulés, réannoncés. En 1980, elle commence discrètement à suivre des cours du soir en gestion administrative à Issy-les-Moulineaux. Les mêmes cours qu'elle avait demandé à suivre pendant ses heures de travail en 1964 et qu'on lui avait refusés. Elle les paie de sa poche. Le 17 novembre 1986, à 18h20, Georges Besse est abattu de 2 balles devant son domicile parisien, rue de Toulier. Le président de Renault depuis 18 mois, l'homme qui avait entrepris de restructurer brutalement la régie, de tailler dans les effectifs, de moderniser coûte que coûte, meurt sur le trottoir, assassiné par le groupe terroriste Action Directe. C'est le 2e dirigeant majeur de l'industrie française, tué par la violence politique en 15 ans. La France est sous le choc. Raymond Lévy lui succède. C'est un homme discret, précis, sans emphase, l'opposé de Besse. Mais sur la question de Billancourt, il est d'une clarté absolue. Dès sa prise de fonction, il commande des études internes sur l'avenir du site. Les conclusions sont sans appel. L'île Seguin est inadaptée au processus industriel moderne, trop étroite pour accueillir les nouveaux équipements robotisés, trop chargée de conflits sociaux pour être rentable, trop coûteuse à rénover pour justifier l'investissement. Billancourt ne peut pas être sauvé, il peut seulement être fermé. En 1988, Lévy rédige dans son rapport de gestion annuel une phrase qui circule immédiatement dans les cercles industriels et syndicaux. Il faut, écrit-il, que s'effacent des souvenirs que chacun doit être convaincu qu'ils n'ont plus cours. Ce n'est pas du langage économique, c'est du langage politique. Lévy ne parle pas de rentabilité, il parle de mémoire. Il veut effacer non seulement une usine, mais ce que cette usine représente. La CGT puissante, les OS en révolte, les grèves de 33 jours, le vote contre Grenelle. Billancourt n'est plus seulement un problème industriel, c'est un symbole dont la régie veut se débarrasser. Le 22 novembre 1989, 10 jours après la chute du mur de Berlin, Renault annonce officiellement la fermeture de l'usine de Billancourt. Le monde entier regarde les images de la foule sur la Bodnitz. En France, dans les pages économiques, une autre nouvelle passe presque inaperçue. La plus grande usine du pays va fermer. L'usine nouvelle écrit que cette annonce est un acte politique aussi important que la nationalisation de 1945. La boucle se referme, ce que De Gaulle avait pris par ordonnance, Lévy va le rendre au silence par décision de conseil d'administration. Marcel apprend la nouvelle à la radio le soir même. Il éteint le poste avant la fin du bulletin. Il s'assoit à la table de cuisine, la même table où il avait posé le transistor le soir de la mort d'Auverney, et reste là sans bouger pendant 1 heure. Sa femme lui apporte un café qu'il ne boit pas. Il a 64 ans. Il avait dit à son fils, 10 ans plus tôt, que Billancourt durerait toujours parce que la France avait besoin de Billancourt. Ce soir, il ne sait plus ce que la France a besoin. Ahmed reçoit la nouvelle autrement. Un collègue la lui annonce dans le vestiaire, entre 2 équipes, avec la brièveté de ceux qui ont cessé d'être surpris. Ahmed hoche la tête. Il rentre à son foyer de Nanterre, s'assoit sur son lit et sort de son portefeuille sa carte d'ouvrier Renault, un rectangle de plastique blanc avec son nom, son numéro de matricule, sa photo en noir et blanc. Il la regarde longtemps. Puis il la range. Il ne sait pas encore qu'il la gardera jusqu'à la fin de sa vie. Yvette, elle, n'est plus à Billancourt depuis 2 ans quand la fermeture est annoncée. Elle a quitté l'usine en 1987, après 25 ans de service, avec une indemnité de départ et les compétences qu'elle avait acquises seule, le soir, à Issy-les-Moulineaux. Elle a trouvé un poste dans un cabinet d'ingénierie à Montrouge. Quand elle apprend la fermeture, elle pense d'abord à Marcel, à Ahmed, à tous ceux qu'elle a laissés derrière les grilles,
Puis elle pense à ce carbone raturé qu'elle garde dans un tiroir chez elle. La demande de formation qu'on avait effacée en 1968. Elle n'est pas surprise. Elle avait compris en 1968 que Billancourt ne changerait jamais. Et ce qui ne change jamais finit toujours par disparaître. Entre l'annonce de novembre 1989 et le dernier jour de mars 1992, il se passe 2 ans et 4 mois. 2 ans et 4 mois pendant lesquels l'usine continue de tourner, les chaînes continuent d'avancer, les ouvriers continuent de pointer, mais dans une lumière différente, avec le sentiment étrange de travailler à l'intérieur d'un monument qui se sait condamné. Les commandes diminuent progressivement. Les effectifs fondent par départ négocié, pré-retraite acceptée, mutation vers Flins ou Sandouville. Les ateliers qui s'éteignent ne se rallument pas. L'île Seguin se vide par tranches, comme une marée qui descend lentement et ne remontera plus. La CGT a combattu jusqu'au bout. Recours juridique, journée d'action, pétition, délégation au ministère de l'Industrie. Elle a perdu. Les autres syndicats ont négocié les conditions du plan social, indemnité de départ, reclassement, aides à la formation. L'accord est signé. Ce qui restait à décider n'est plus le principe de la fermeture, mais la manière de l'accomplir. En janvier 1992, à 2 mois de l'échéance, la direction lance un concours de propreté sur la chaîne de montage. Les ouvriers encore présents s'y impliquent main sérieusement, avec un professionnalisme que personne n'avait demandé, mais que tout le monde comprend. Si ce doit être la fin, ce sera une fin digne. Les chaînes sont nettoyées, les sols récurés, les outils rangés avec un soin inhabituel. Marcel participe comme les autres. Il ne sait pas exactement pourquoi il le fait. Peut-être parce que c'est la seule forme de respect qu'il lui reste à offrir à l'endroit où il a passé 44 ans de sa vie. Le 27 mars 1992 commence comme tous les autres matins depuis 40 ans. La sirène à 6 heures, le pointage, la blouse, les vestiaires qui sont dans le métal et le savon industriel. Mais ce matin-là, les ouvriers qui entrent dans l'atelier savent que c'est le dernier. Ils ne parlent pas davantage que d'habitude. À Billancourt, on n'a jamais beaucoup parlé pendant le travail. Le bruit l'a toujours interdit. Mais il y a quelque chose dans la manière dont ils se regardent, dans la manière dont ils posent les mains sur les machines, qui dit que ce matin n'est pas comme les autres. La dernière voiture à entrer sur la chaîne finale est une Super 5, blanche, série standard, rien de particulier. Pas un modèle de prestige, pas une édition spéciale. Une voiture ordinaire, comme des millions d'autres sorties de cette île depuis 1930. Elle avance lentement sur la chaîne, reçoit ses derniers assemblages, ses derniers contrôles, ses derniers réglages. Les gestes sont les mêmes qu'ils ont toujours été. Les hommes qui les accomplissent ont les mêmes mains qu'ils ont toujours eues. Mais le silence qui entoure ces gestes n'est pas le silence ordinaire du travail concentré. C'est un autre silence, plus lourd, qui ressemble à celui des fins. À 11h20, la Super 5 blanche atteint le bout de la chaîne. Un ouvrier pose la main sur le capot. Ce n'est pas prévu, ce n'est pas organisé. C'est un geste instinctif, comme on pose la main sur l'épaule d'un ami qu'on ne reverra plus. D'autres s'approchent. Quelqu'un applaudit, doucement, puis plus fort. Des caméras de FR3 et de l'INA sont là pour enregistrer le moment. Les visages, les mains, les yeux de ceux qui regardent partir la dernière voiture de Billancourt. Certains pleurent sans s'en cacher. D'autres restent immobiles, les bras le long du corps, comme s'ils ne savaient plus quoi faire de leurs mains, maintenant que la chaîne s'est arrêtée. Les machines s'éteignent, l'une après l'autre. Le bruit qui a duré 62 ans, ce bruit que les femmes des ouvriers décrivaient comme une présence physique dans la maison, les soirs où les fenêtres étaient ouvertes sur la Seine, s'arrête. Le silence tombe sur l'île Seguin avec la brutalité d'une chose qu'on n'attendait plus. Marcel est là, il a 67 ans. Il est l'un des derniers ouvriers, qualifiés d'origine française encore présents sur le site. La plupart de ses contemporains sont partis en pré-retraite au cours des 2 dernières années. Il regarde la Super 5 blanche qu'on pousse vers la sortie et il pense à la première voiture qu'il a vue assembler ici, en janvier 1948, dans le froid et la bruine. Il pense à 44 ans de sirène, de pointage, de blouse bleue, de cantine, de réunions syndicales, de grèves et de reprises. Il pense à ce qu'il dirait à son fils si son fils était là. Mais son fils est à Lyon, il travaille dans la logistique. Il n'a jamais voulu entendre parler de Billancourt.
Marcel ne pleure pas. Il pose simplement sa propre main sur le mur de l'atelier, une seconde, puis la retire. Le 31 mars 1992, les grilles principales de Billancourt se ferment pour la dernière fois. 4 jours après la Super 5 blanche, dans une quasi-indifférence médiatique, les journaux ont déjà publié leurs articles commémoratifs, les télévisions ont diffusé leurs reportages. La fermeture administrative est une formalité. Ce qui était vivant est déjà mort depuis le 27 mars à 11h20. Commence alors un autre chantier, invisible et colossal, le désamiantage. Pendant des années, des équipes en combinaison de protection intégrale retirent fibre par fibre l'amiante qui imprègne les murs, les plafonds, les conduits de l'île Seguin. L'amiante que les ouvriers ont respirée pendant des décennies sans le savoir, sans qu'on leur dise, sans que personne juge utile de les prévenir. C'est l'une des dernières violences de la forteresse. Elle empoisonnait ses hommes en même temps qu'elle les employait. Le 29 mars 2004, 12 ans après la fermeture, les premiers engins de démolition arrivent sur l'île. Les murs qui avaient résisté aux bombes de la RAF en 1942 cèdent dans quelques heures sous les pinces hydrauliques. Le 8 mars 2005, le dernier bâtiment s'effondre. L'île est nue pour la première fois depuis 1919. La Seine coule autour d'elle comme si rien ne s'était passé. Ahmed n'est plus là pour voir les bulldozers. En 1996, 4 ans après la fermeture, il a pris un avion pour Alger, puis un car jusqu'à Tizi Ouzou, dans les montagnes de Kabylie. Il avait passé 41 ans en France, plus que la moitié de sa vie. En partant, il a glissé dans sa poche la carte d'ouvrier Renault avec sa photo en noir et blanc. À l'aéroport de Roissy, dans la file d'embarquement, un agent de sécurité lui a demandé ce qu'il avait dans son portefeuille. Ahmed l'a ouvert et a montré la carte. L'agent a hoché la tête et l'a laissé passer. Ahmed a remis la carte à sa place. Il ne l'a plus jamais sortie depuis, mais il sait exactement où elle est. Yvette apprend la démolition par les informations du soir, en 2004. Elle regarde les images des pelles mécaniques attaquer les façades de béton et de briques. Elle reconnaît certains murs. La façade de l'atelier administratif, la grande halle d'entrée, le bâtiment de la centrale électrique qu'Albert Laprade avait conçu avec soin dans les années 30. Elle regarde jusqu'à la fin du reportage. Puis elle éteint la télévision, va dans sa cuisine et fait du thé. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est la forme particulière de deuil des gens qui ont eu le temps de faire leur deuil avant que la chose soit morte. Le lendemain matin, elle va au travail. Elle enseigne la gestion administrative à des jeunes de 18 ans dans un centre de formation professionnelle à Issy-les-Moulineaux. Le même quartier où elle suivait ses cours du soir, seule, en payant de sa poche, pendant que Billancourt refusait de la former. Elle ne leur parle pas de Renault. Mais quand l'un de ses élèves lui demande pourquoi elle insiste tant sur l'importance de se former soi-même, sans attendre que quelqu'un vous en donne la permission, elle marque une pause. Puis elle dit simplement « Parce que les institutions ne vous formeront que pour ce dont elles ont besoin. Formez-vous pour ce dont vous avez besoin, vous. » Ses élèves notent. Ils ne savent pas d'où vient cette phrase. En 1992, 2 événements marquent la France à quelques semaines d'intervalle. Le 31 mars, les grilles de Billancourt se ferment. Le 12 avril, Disneyland Paris ouvre ses portes à Marne-la-Vallée. Ce rapprochement n'est pas un hasard de calendrier, c'est un résumé. La France industrielle range ses outils. La France des loisirs et des services déroule son tapis rouge. Le pays change de nature sans que personne n'ait organisé de débat, sans que personne n'ait posé la question à voix haute. Qu'est-ce qu'on perd exactement quand on ferme une usine? Les chiffres répondent même froidement. Renault, symbole de la désindustrialisation française, réduit ses effectifs en France de 85% en 40 ans. En 2019, pour ses modèles les plus vendus sur le marché français, au moins 80% des ventes sont des véhicules produits hors de l'Hexagone. La France, autrefois exportatrice nette d'automobiles, est devenue importatrice nette depuis 2007. Ce que Billancourt fabriquait, des voitures, certes, mais aussi des compétences, des identités, des solidarités, ne se délocalise pas. Cela disparaît. Selon l'économiste Jérôme Fourquet, la fermeture de Billancourt et l'ouverture de Disneyland la même année constituent le symbole le plus lisible de la mutation française. Un pays qui abandonne la production pour le service, le concret pour l'immatériel,
la sueur pour le spectacle. Ce glissement n'est pas sans conséquence. Un emploi industriel perdu, selon les études de Bpifrance, entraîne la destruction de 4 à 5 emplois induits dans les filières qui lui sont liées, sous-traitants, fournisseurs, commerces de proximité, services locaux. Ce que les caméras n'ont pas filmé en mars 1992, ce sont ces milliers de destructions silencieuses qui ont suivi dans les années et les décennies qui ont suivi la fermeture des grilles. La question qui reste sans réponse est aussi la plus simple. Était-ce inévitable? Raymond Lévy a dit oui. Les syndicats ont dit non. Les historiens sont divisés. Ce qui est certain, c'est que la décision de fermer Billancourt n'était pas dictée par des lois naturelles. C'était un choix, fait par des hommes, dans des bureaux avec des stylos. Un choix habillé en nécessité économique, comme le sont souvent les choix politiques quand ils veulent éviter la discussion. En avril 2017, la scène musicale ouvre ses portes sur l'île Seguin. L'architecte Shigeru Ban a conçu un bâtiment de verre et de bois courbé sur la pointe de l'île, face à la Seine, élégant, lumineux, résolument tourné vers l'avenir. La grande salle accueille 2300 spectateurs. Le soir de l'inauguration, un orchestre joue Debussy. Les lumières se reflètent sur le fleuve. Il n'y a pas de plaque commémorative visible depuis la salle. Pas de panneau rappelant que 40 000 hommes et femmes ont travaillé ici pendant 60 ans. L'île Seguin est devenue un lieu de culture et de création, bureau de start-up technologiques, espace de coworking, restaurant avec vue sur la Seine. Le prix du mètre carré est parmi les plus élevés des Hauts-de-Seine. Les gens qui y travaillent aujourd'hui sont, pour la plupart, nés après la fermeture de l'usine. Billancourt est pour eux un nom dans un livre d'histoire, pas une mémoire dans le corps. Ce que l'île a perdu ne se mesure pas en mètres carrés, ni en chiffres de production. Cela se mesure dans des gestes. La main posée sur un capot un matin de mars 1992, une carte d'ouvrier glissée dans un portefeuille, pour un voyage sans retour, un carbone raturé conservé pendant des décennies dans un tiroir. La mémoire de Billancourt vit dans ces objets minuscules, dans ces corps qui ont porté le bruit et l'huile et la cadence pendant des années, et qui vieillissent maintenant loin de l'île, dans des appartements de banlieue ou des maisons de montagne, avec le sentiment d'avoir appartenu à quelque chose d'immense dont personne ne parle plus. La dernière génération qui se souvient réellement de Billancourt, qui se souvient de la sirène de 6 heures, de l'odeur des ateliers de forge, du poids d'une blouse bleue après 12 heures de travail, a aujourd'hui entre 70 et 90 ans. Dans 10 ans, dans 20 ans, cette mémoire incarnée n'existera plus. Il ne restera que les archives, les documentaires, les thèses universitaires. Et la scène musicale, sur l'île où tout cela s'est passé, jouera Debussy sans que le public sache exactement ce que le fleuve en dessous d'eux a vu. Marcel est mort en 2008, à 83 ans, dans sa maison de Boulogne-Billancourt, à 500 mètres des anciennes grilles de l'usine, dont il ne restait plus rien depuis 3 ans. Son fils est venu de Lyon pour l'enterrement. Dans les affaires de son père, il a trouvé une blouse de travail bleue, proprement pliée dans une boîte en carton, avec son numéro de matricule cousu sur la poche gauche. Il ne savait pas quoi en faire. Il l'a donnée à une association caritative. Son fils n'a jamais travaillé en usine. Il gère une équipe de chauffeurs-livreurs pour une plateforme de commerce en ligne. Il ne pense pas souvent à Billancourt. Quand il y pense, c'est avec une distance tranquille. La distance de ceux pour qui l'histoire industrielle est un fait du passé, pas une blessure du présent. Cette distance est peut-être la perte la plus profonde de toutes. Non pas la fermeture d'une usine, mais la rupture d'une transmission. Ce que Marcel savait faire avec ses mains, ce qu'il savait ressentir face à une machine en panne, ce qu'il savait dire à un apprenti qui avait peur, tout cela s'est évaporé avec lui, sans héritier, sans continuité. Ahmed a 88 ans. Il vit à Tizi Ouzou, dans la maison que l'argent de Billancourt a permis de construire, pierre après pierre, pendant 41 ans de virements mensuels depuis Nanterre. La maison est belle, 2 étages, un jardin, une terrasse qui donne sur les montagnes de Kabylie. Ses enfants y sont nés, ou y sont revenus. Ses petits-enfants y jouent le vendredi après-midi. Dans le tiroir de sa table de nuit, il y a un portefeuille en cuir marron. Dans le portefeuille, entre un billet de 200 dinars et la photo de sa femme décédée en 2019, il y a un rectangle de plastique blanc, sa carte d'ouvrier Renault, numéro de matricule 47 801,
Photo en noir et blanc d'un homme de 25 ans qui regardait l'objectif avec une expression sérieuse et légèrement méfiante. Quand son petit-fils de 12 ans lui a demandé ce que c'était, Ahmed a pris la carte, l'a regardé un moment et a dit: «J'ai construit des voitures que des Français conduisaient. Ils ne connaissaient pas mon nom, mais les voitures existaient.» Le petit-fils a hoché la tête sans vraiment comprendre. Ahmed a remis la carte dans le portefeuille. Ce n'est pas de l'amertume, c'est une vérité nue, dite sans colère, par un homme qui a eu le temps de faire la paix avec ce qu'il a vécu. Ahmed ne regrette pas Billancourt. Il regrette ce que Billancourt aurait pu être. Un endroit où l'on reconnaît le nom de ceux dont les mains font avancer le monde. Yvette a 79 ans. Elle vit toujours à Issy-les-Moulineaux, dans le même appartement depuis 1974. Elle a pris sa retraite du centre de formation professionnelle en 2012, après 25 ans d'enseignement. Ses anciens élèves lui envoient parfois des messages pour lui annoncer une promotion, une création d'entreprise, un concours réussi. Elle répond à chacun. En 2017, une ancienne collègue l'a appelée pour lui dire que la scène musicale venait d'ouvrir sur l'île Seguin et pour l'inviter à y assister à un concert. Yvette a réfléchi un moment, puis elle a dit non. Pas par hostilité, pas par nostalgie, mais parce qu'il y a des endroits que l'on ne peut pas revisiter sous une autre forme sans trahir ce qu'on y a vécu. L'île Seguin, pour elle, c'est le son des machines, l'odeur du papier carbone, la rature au stylo rouge sur une demande de formation. Pas de Debussy. Dans le tiroir de son bureau, le même bureau où elle corrigeait les exercices de ses élèves, il y a une enveloppe. À l'intérieur, une feuille de papier carbone, jaunie par le temps, avec une ligne barrée au stylo rouge. C'est la demande de formation qu'elle avait ajoutée au bas d'un compte-rendu en mai 1968 et qu'un délégué syndical avait effacé sans un mot. Elle l'a gardé 56 ans. Elle ne sait pas exactement pourquoi. Peut-être parce qu'une rature est une preuve. La preuve qu'une voix a existé, même si on a essayé de la faire taire. Billancourt n'est plus. L'île est là, le fleuve est là. Les oiseaux reviennent chaque printemps se poser sur les berges réaménagées. Ah, mais ce qui a disparu avec les murs et les chênes et les blouses bleues ne reviendra pas. Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes ont passé ici la part la plus longue et la plus physique de leur existence. Ils ont donné leur temps, leur santé, leur jeunesse à une forteresse qui ne leur appartenait pas et qui a fini par être démolie sans laisser leur nom sur aucun mur. L'histoire de Billancourt n'est pas l'histoire d'un échec industriel. C'est l'histoire d'un choix, répété 1000 fois, à 1000 niveaux, par 1000 personnes différentes, de traiter les hommes comme des moyens plutôt que comme des fins. Ce choix a produit des voitures admirables et des existences abîmées. Il a construit une forteresse et oublié ceux qui la tenaient debout. La Seine coule toujours. Elle ne se souvient de rien. C'est pour ça qu'il faut que quelqu'un d'autre s'en charge.